Hello Sean, comment tu vas? Salut Laetitia, ça va très bien. Eh ben Et toi? écoute, bah ça va très bien aussi. Je suis contente de te recevoir ici. Je t'ai invité pour qu'on parle d'un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps. C'est comment, quand on est une entreprise à impact, on fait pour avoir de la performance commerciale. Je m'explique, en fait, généralement, les produits des entreprises à impact, elles ont souvent un produit qui n'est pas toujours prioritaire pour les boîtes, pour les clients. Et donc, du coup, on a forcément des cycles de vente qui exigent en fait avoir une posture un peu particulière de conseil, de challenge, en fait, challenger les autres en disant vous avez besoin de ce qu'on vous propose. Et du coup, ça demande un exercice un peu particulier, mais un exercice que je pense que beaucoup de boîtes devraient avoir. Et donc, je pense qu'effectivement, la manière dont une entreprise impact, et en l'occurrence Mocacare, vous vendez vos produits, je pense que ça peut inspirer pas mal d'équipes commerciales. Donc justement, je t'ai invité parce que pour que tu puisses partager ton expérience, tu es Head of Sales chez Mocacare, qui est une super boîte. Tu vas en dire plus juste après. C'est parti. Ouais, super. Bah, déjà, je tiens à dire que je suis honoré et je suis ravi de participer à ton C'est podcast. c'est très Et cool. je trouve cette thématique particulièrement intéressante. Donc, ravi de prendre ce temps-là avec toi. Bienvenue sur Vendu, le podcast commercial de référence pour augmenter votre taux de closing. Ici, on discute des meilleures stratégies de vente pour conclure plus de deals, fidéliser ses clients et rendre ses commerciaux plus performants. J'ai des discussions sans filtre avec celles et ceux qui font de la vente au quotidien, des sales leaders, des top performers. On va dans le détail, on donne du contexte pour que vous puissiez repartir avec de la matière actionnable. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement. C'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute. Eh ben écoute, trop cool. Alors déjà en off, on avait parlé pas mal de choses. Tu m'avais partagé être un peu dans une période un peu particulière parce que tu es à la fois, donc comme pas mal de head of sales, on s'en rend pas compte, mais à la fois tu es sur la stratégie, le management de tes équipes et tu es encore présent sur pas mal de deals clés. Déjà, si tu peux parler un petit peu de Mocacare, de ce que vous faites et c'est quoi votre mission aujourd'hui pour les boîtes et aussi comment tu trouves l'équilibre entre ces trois rôles, quoi, stratégie, management et sales. Alors, pour faire simple, pour la mission de Moka, on se positionne comme le partenaire santé mentale des entreprises. Concrètement, on va accompagner les collaborateurs qui sont à différents degrés de détresse psychologique avec différents leviers personnalisés et pertinents pour la personne au moment T. Euh, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça en ce qui concerne Mocha. Euh, pour ce qui est du coup de ma fonction aujourd'hui de Head of Sales, et je suis ravi d'en parler parce que je pense que ça en concerne plus Mm. d'un et une aujourd'hui, euh, je pense honnêtement que c'est le moment le plus difficile, là, maintenant, là, tout de suite. C'est-à-dire que ma situation, c'est que j'ai trois corps de métier dans mon équipe. Donc une équipe BDR, des accounts exécutifs mid-market et des accounts exécutifs KA. Et ce qui est compliqué, c'est le sizing de l'équipe. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près une dizaine, entre 10 et 12. Donc 10 et 12, c'est le volume où c'est pas encore tout à fait le moment où tu as des managers, où tu as des piliers dans ton équipe sur lesquels tu peux rely, quoi. Donc en Mm. fait, comme tu l'as dit, là aujourd'hui, je gère la strat, le management, les deals et le day-to-day, les petites choses de la vie, quoi. Euh, et donc c'est marrant parce que j'en parlais avec Gaëtan Gachet, qui est, je sais pas si tu le connais, mais qui est l'ancien VP Sales d'Algolia, qui a fait un truc assez phénoménal. Ouais. Il était le premier sales et à la fin il était VP Sales de 100 sales. Waouh. Et il m'a dit, ouais, bah là mec, je t'assure que le moment que tu vis maintenant, c'est le moment le plus dur. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui était avant était plus simple et tout ce qui sera après sera plus simple aussi. Je suis assez d'accord. J'ai vécu ta période qui était assez atroce. Et après, j'ai vécu le bonheur d'avoir un middle management sur qui se reposer. Mais avant ça, il faut qu'il soit performant et c'est cette traversée du désert qui est compliquée. En tout cas, bravo à toi. Mais du coup, comment tu fais justement pour jongler, quoi? Ouais, Comment tu bah, fais? ce qui est important, c'est que donc du coup les journées contiennent autant d'heures que contient une journée, et donc du coup on doit prioriser le plus important. Donc moi en fait j'ai un système de P1, P2, P3 dans toutes les tâches qui vont impacter différents objectifs. Je traite en direct tous les P1. Tout le reste, j'essaie de le sous-traiter, mais je le sous-traite de tous les côtés. C'est-à-dire que par exemple, les sujets stratégiques que je considère P2, P3, je vais pouvoir par exemple responsabiliser mes cofondateurs, qui sont en l'occurrence mes managers directs, en leur disant, bon voilà, j'ai ces deux, trois problèmes, si tu devais les traiter, qu'est-ce que t'en ferais? Comment tu le ferais? Et c'est drôle, on est souvent surpris, les cofondateurs sont souvent ravis de prendre en main des sujets en Complètement, je direct. suis d'accord. Ouais. De l'autre côté, il y a les problèmes de day-to-day, c'est un peu des trucs
pas forcément important, mais qu'il faut faire quand même. Je donne un exemple. S'assurer que tous les sales utilisent exactement la même présentation, les mêmes slides, mais qui se met continuellement à jour parce que ta proposition de valeur évolue. Moi, j'ai pas vraiment le temps de refaire les slides, etc. Donc ça, je fais un truc qui marche plutôt bien. C'est que j'essaye de régulièrement, au niveau trimestriel, mettre tous les sales dans la même salle. Et en gros, je leur balance tous mes problèmes et je les incite à balancer aussi, eux, tous leurs problèmes qui sont des freins à leur performance. Et je leur demande de donner leurs propositions de solutions. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des solutions auxquelles ils croient. Et quand on s'est aligné sur la solution, alors là, du coup, je les responsabilise dessus. Et du coup, chacun a son petit projet, ses quelques petits projets tout au long du trimestre, et ça permet d'alléger ma charge aussi. Super. Voilà, donc, et puis après, j'ai aussi la capacité, j'ai cette chance-là de faire appel à des partenaires externes. Je sais que, enfin, je fais par exemple appel à Audrey, que tu as invité dans ton podcast aussi Ouais, pour gérer les sujets RFP chez nous, chez Mocha. Ça aussi, c'est une manière de me décharger d'un travail que ouais, je c'est ça. peux faire. Effectivement, ouais. Ok, super. Trop bien. Du coup, bah, là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La vente à impact, c'est, moi, je trouve très, très compliqué. Parce qu'effectivement, vous avez souvent des produits que les gens considèrent, même si j'aime plus trop utiliser ce terme-là, nice to have et pas quelque chose d'incontournable. Je sais que aujourd'hui, toi, tu as une vision assez précise de comment faire en sorte de rendre en fait une solution impact incontournable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire chez vous concrètement? Comment tu définis en fait je sais que ça passe par la qualification, mais est-ce que tu peux préciser un peu plus comment tu fais? Ouais, bon, déjà, je suis ravi de vendre une solution à impact Ouais. et je suis ravi d'inciter des commerciaux à confronter ce challenge, tu vois, ce truc en effet, next to have, je suis pas non plus très fan, mais on s'entend très bien. Pour moi, c'est ce qui est stimulant, intéressant, euh, et c'est ce qui fait qu'on a un métier qui est difficile et du coup valorisant derrière. Je tiens à le dire parce que du coup, en fait, l'inverse de ce que tu décris, c'est une vente un peu facile où tu as un besoin de solution, et là, en fait, ça devient une vente de volume. Exactement. Et du coup, j'ai l'impression que ça enlève un peu de la valeur à notre métier de commercial. Intéressant, ouais, effectivement, ouais. Bref. Pour le reste, du coup, quand on vend une solution à impact, en effet, la qualif est la plus importante. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les méthodologies de qualification qui existent sur le marché, parce que je pense qu'il y a 10 500 podcasts qui en parlent. Donc, nous, en l'occurrence, chez Mocha, on applique la méthode MEDDIC. Et en effet, le truc le plus important quand on va parler de mettre en place une solution à mission, à impact, ça va être de comprendre quel problème on va résoudre, mais au fin fond du problème de notre interlocuteur direct. Et donc, ça, moi, c'est mon obsession quand j'accompagne mes AE en rendez-vous ou quand je fais des débriefs de pipe review, c'est jusqu'à où tu es allé dans le problème. Et c'est hallucinant comme presque systématiquement, j'ai l'impression qu'on pourrait aller encore un tout petit peu plus loin. Donc je te donne un exemple. Pour nous, chez Mocha, tu vois, des sujets qu'on va traiter dans la vie de tous les jours. Imagine, je rencontre un DRH. La personne me dit oui, oui, bah, je suis ravi de vous parler parce que j'ai des managers stressés. Donc l'account exécutive qui est junior et qui va arriver sur ce rendez-vous, elle va se dire ah, c'est génial, la personne elle arrive, elle a un problème, ça rentre exactement dans ce qu'on fait chez Mocha, quelqu'un qui est stressé, enfin, on a plein de solutions, c'est nickel. Sauf que en fait ça ne suffit pas du tout, donc là c'est très grossier, hein, évidemment on va pas laisser juste quelqu'un dire j'ai un manager. Moi je veux savoir pourquoi cette DRH me parle de ce stress managérial et pourquoi tous les jours ça devient quelque chose qui lui remonte et qui l'empêche de bien faire son métier dans la vie de tous les jours. Mm. Euh, donc, moi, le truc où je veux arriver, c'est que la DRH va me dire par exemple, ouais, ben en fait, tous les jours, j'ai Antoine qui vient me voir dans mon bureau, qui me dit qu'il n'arrive pas à gérer ça, ça et ça me prend un temps fou, je suis épuisé en fait, j'en peux plus de voir Antoine. Je veux arriver à ces conversations qui sont crues, qui correspondent à une réalité dans la vie de tous les jours, et très vite, du coup, ce qui paraît un peu comme, ok, je dois cocher une case d'une solution santé mentale, ça devient un impératif qu'on doit mettre rapidement en place. Hyper intéressant. Et en fait, du coup, ça fait penser à pas mal de discussions que j'ai pu avoir dernièrement avec des head of sales ou VP. C'était que, en fait, la méthode de vente, tout à l'heure, tu as parlé de ça.
c'est un socle, mais en réalité, c'est justement pas tu vois, tu coches pas bah ok, il y a un sujet, donc du coup c'est bon, je vais présenter ma solution. Là, toi, tu es vraiment en mode genre, ça veut dire quoi avoir un problème qui concerne, que je peux résoudre chez les boîtes dans ma cible, quoi. Et donc, du coup, en fait, qui rentrent vraiment dans le détail. Donc, ça demande effectivement de creuser un peu. Tu m'avais expliqué justement que vos conversations avec vos prospects peuvent être à la fois dures, autant pour vous que pour votre prospect, parce que vous êtes quand même sur un sujet. Moi, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, en tout cas, je trouve à traiter, la santé mentale. Mais c'est quand même un sujet où, en fait, d'un côté du prospect, c'est dur de dire qu'en fait, il y a des gens qui vont pas bien, quoi. Et vous, de votre côté, c'est dur aussi de recevoir ça et de savoir comment le gérer. Voilà. Donc, comment tu accompagnes justement tes commerciaux pour qu'ils aillent justement au bout de cet échange-là, tu vois, justement ce que tu disais, de creuser et de faire en sorte que ça devienne en fait un impératif de s'en occuper tout de suite, même quand c'est inconfortable, tu vois. Parce que c'est un peu ça le sujet, tu vois. Ah non, mais c'est exactement ça, hein, parce qu'en gros, là, on fait face à des personnes, donc nos prospects, qui vont devoir se vulnérabiliser sur plusieurs points. Et de l'autre côté de la barrière, du coup, côté commercial, on va devoir ne pas être satisfait de la première réponse, ni de la deuxième, ni de la troisième. Donc, au bout d'un moment, c'est lourd, hein. C'est-à-dire que la personne te dit quelque chose, non, désolé, j'ai pas encore bien compris. Après, elle te redit quelque chose, non, mais là, on n'est pas vraiment au bout. En fait, honnêtement, c'est désagréable, hein. Mais à la fin, c'est ah! Ok, là j'ai vraiment compris le truc et c'est un peu la révélation. Donc pour répondre à la question de comment est-ce que je fais et comment est-ce que j'accompagne les personnes là-dedans, déjà j'essaye de montrer comment je le fais, moi. Parce que honnêtement, dire à quelqu'un t'as pas assez, il faut un peu montrer le truc. Et je me souviens, au début, j'onboard des AE, parfois ils disent ah ouais, là t'as été un peu loin et tout, machin et tout. Et moi je leur dis ah ouais, moi c'est marrant, j'aurais pensé que j'aurais pu aller encore plus loin. Hmm. Donc, je montre déjà. Et ensuite, je fais énormément de simulations, de shadow, j'accompagne mais je laisse la main. Et du coup, là, c'est énormément de feedback à chaud et puis ensuite à l'écrit. Et maintenant, en fait, selon l'AE et selon les qualités et les difficultés qu'il ou elle va avoir, on va se donner des objectifs très précis juste avant le rendez-vous sales qu'on va avoir sans savoir où est-ce qu'on met les pieds exactement. Et sur la base de cet objectif, on va se donner voilà, un feedback. Ok, bah, du coup, finalement, c'est plutôt pas mal que tu aies ce rôle-là, en fait, à la fois de créer des deals, enfin, de toujours être. Parce qu'en fait, du coup, tu peux leur montrer pour de vrai ce que beaucoup de managers, en fait, n'ont pas l'opportunité parce qu'en fait, ils n'en gèrent plus, en fait. Donc, finalement, c'est quand même un avantage parce que tu peux les embarquer avec toi sur des vrais rendez-vous, quoi. Ouais, c'est un avantage. Après, c'est pas du tout scalable. Ouais, Donc, clairement. Oui, mais ça, sur ce sujet-là, on est d'accord. Mais c'est juste pour te dire que, pour te montrer en fait les avantages de la période dans laquelle tu es, c'est que tu peux en fait facilement montrer. Et je pense que tu as raison, c'est que c'est par la démonstration effectivement que voilà. Et du coup, il y a un truc intéressant que tu dis parce que, en fait, j'essaie de faire le parallèle parce qu'il y a probablement des gens qui font pas de la vente à impact, qui vont écouter ce podcast, etc. Mais que je trouve intéressant aussi également de se dire en fait comment on peut s'inspirer en fait de aussi également des différentes industries de chacun. Et moi, en fait, ça fait écho à un truc de dire, en fait, il y a souvent des moments où tu as l'impression que ton prospect, il te dit pas vraiment les choses parce qu'il n'a pas encore confiance en toi. Et donc, du coup, tu es en fait au niveau 0, tu arrives au niveau 1, tu sens que tu agaces l'autre. Pour en parler très concrètement, tu l'agaces. Est-ce que tu as justement, comment tu fais pour un peu désamorcer ce truc-là? Est-ce que t'as des. Tu vas partager des use cases? Comment tu t'essaies de faire pour essayer de détendre la personne en face pour qu'en fait elle ait confiance, elle se rouvre? Parce que c'est un peu. J'ai l'impression que. En tout cas, c'est comme ça que je vois la vente, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu un jeu de. On s'ouvre, on se ferme, j'essaie de mettre en place quelque chose pour que tu te réouvres. hmm. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que ce qui est super difficile là-dedans, c'est que tous les accounts exécutives ont leur personnalité, ont leur rapport émotionnel aux choses. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que il va falloir s'adapter à la personnalité qui est en face de Mmh. toi. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Bon, il y a beaucoup de formations, un disque Co pour comprendre quelle est la couleur de la personne, si c'est un rouge, donc quelqu'un de plutôt agressif, très straight to the point. Je dois lui parler comme ça, parce que si je lui parle comme ça, il ou elle va me respecter. Si elle Mmh. me respecte, elle va me dire les choses pour de vrai. Il y a vraiment, on doit chercher une sorte d'alliance. D'ailleurs, en psychologie, on parle d'alliance thérapeutique, où on parle le same language, same body language, c'est tout pareil, quoi. Mmh. Et
Pour ça, il faut comprendre les valeurs de la personne et puis s'y adapter. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est de se mettre sur un pied d'égalité. Si on se met sur un pied d'égalité, la personne va beaucoup plus se donner à toi. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre sur un pied d'égalité? Ça veut dire avoir le bon niveau d'expertise par rapport aux sujets qui sont traités. En fait, lorsqu'un DRH va parler de ces trois enjeux pour l'année 2026 d'acquisition de talent, de rétention, d'engagement, et que toi, tu vas essayer de faire un peu écho à ce que cette personne te raconte avec des phénomènes de marché, que tu vas normaliser en fait sa situation, ses problématiques précises, en fait, tout de suite, la personne va dire, en fait, elle comprend il ou elle comprend très bien ce que je vis aujourd'hui, et du coup, je me livre. Mais pour ça, parfois, pour pouvoir recevoir des informations qui sont clés, il faut aussi savoir en donner, qui vont donner de la valeur, là, tout de suite, immédiatement, aux prospects. Ok, bah très clair. Bah ça, je trouve que c'est hyper important et ça peut être utilisé par littéralement tout le monde, hein. Tu as mentionné dans la discussion en off que tu as intervenu souvent au début et à la fin du cycle auprès de tes commerciaux. Pourquoi ces deux moments, pour toi, sont les plus importants, enfin, en tout cas les plus critiques dans le process de vente? Ouais. C'est marrant parce que ça, c'est encore quelque chose qui surprend les gens quand je leur en parle, que je viens au début. Ouais, à la fin, généralement, ça surprend un peu moins. Je crois que le début, ça surprend parce que par définition, il y a beaucoup de volume vu que c'est le début de Ouais. funnel. Euh, mais en fait, Ouais, pourquoi on c'est... aurait plutôt l'impression de dire, juste désolé de te couper, mais que tu irais là où tu es sûr qu'il y a une opportunité, tu vois. C'est ça, en fait, qu'on a en tête, quoi. En gros. Exactement. Mm. Alors que, évidemment, je vais pas aller à 100% des premiers meetings de tous les AE, sinon c'est compliqué. Mais par contre, quand il y a le bon décisionnaire, le bon ICP, avec un projet qui a voilà, le bon statut de l'extérieur, nous on a des scorings, là je me dis, bon bah ça vaut le coup d'y aller. Pourquoi ça vaut le coup d'y aller à ce moment-là? Pour deux choses. On en a parlé juste avant, la qualif. Moi je sais que s'il y a un bon pain qui est trouvé dès le début, ça va impacter tout le funnel de vente. Parce que en fait, dès qu'on a le bon pain, on a les bons objectifs. Et en fait, pain et objectif, c'est le truc qu'on va rappeler à chacun des meetings du cycle de vente. Et si on le trouve, c'est très bien, parce que du coup, la ligne directrice est bonne. Si on ne le trouve pas au début, ça va être très dur de revenir dessus pour réactiver le deal. Donc en fait, moi, ma hantise, ça va être d'arriver sur un projet en cours de route et de voir que en fait le problème il est claqué quoi. En fait, il y a rien en fait. Voilà, on est dans la théorie en fait. Mm. Et du coup aussi, pourquoi encore le début, c'est la notion de cadrage. En fait, l'avantage d'avoir le statut de directeur commercial dans un rendez-vous comme ça, c'est aussi le truc good cop, bad cop, où là, moi je vais mettre la rigueur en fait. Dire, ok, donc là, pour récapituler, si j'ai bien compris, ça fait 45 minutes qu'on parle. J'ai compris que le problème c'est celui-là. L'objectif qu'on se donne c'est celui-là. Bon, nous, nos timelines, généralement, ça se passe en 4 étapes. Donc d'ici fin janvier, on sera arrivé pour fast track à la contractualisation de et donc là, dès le début, on donne le rythme. Et ça, j'aime bien le faire, j'avoue. Et ensuite, fin du cycle, j'interviens soit pour les négos de last minute. Donc en gros, on a un pricing, c'est trop cher. Très bien, là je fais une offre exceptionnelle, bien Mm. sûr, et qui doit closer du coup dans un espace-temps bien défini. Et en gros, j'ai le pouvoir de faire ça, et donc j'interviens. Ou alors, quand il faut convaincre le dernier détracteur qui est dans la salle, dans ce cas-là, la personne qui est en direct, enfin mon account exécutif va dire bon bah ok, ce que je vous propose c'est qu'on mette nos deux managers en commun pour avoir cette conversation de 10 minutes qui peut-être fera la différence. Très bien. Bah, du coup, tu as dit pas mal de choses. Et un truc important que je trouve, c'est le fait qu'il y a toujours un détracteur ou des détracteurs dans un deal. C'est important à voir et que parfois, tu as des gens en interne qui peuvent débloquer ça. Et souvent, il y a parfois des sales qui veulent le débloquer tout seul. Tu peux pas. Et donc, je trouve ça bien d'avoir en fait la confiance de tes sales pour t'appeler là-dessus, quoi. Ouais, Euh, alors, autre chose, excuse-moi, je te permets de ah ouais, compléter. bien sûr. En fait, tu peux me couper quand tu veux. Parce que ça, c'est pour moi le meilleur commercial, c'est celui qui va utiliser 100% des ressources qu'il a autour de lui pour closer. Et ça, c'est un truc qui est contre-intuitif, parce que parfois le commercial va dire non mais moi, ce deal, c'est le mien, je l'ai Ouais. closé tout seul comme un grand,
et c'est moi le boss en fait. Pas du tout, j'ai jamais vu ça de ma vie. Honnêtement, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui disent ça, je sais pas faire ça. J'ai besoin de mon cofondateur pour venir ce rendez-vous. Nous, on a des certaines expertises. Donc chez Mocha, notre expertise c'est la psychologie. On a des psychologues cliniciens qui sont employés. On les fait venir lorsqu'il faut parler de sujets qui sont critiques, qui sont sensibles, qui sont parfois graves. Et le sales, c'est celui qui arrive à se mettre un peu toutes ces personnes-là dans les poches, dans la boîte, pour que, voilà, on ait envie de lui rendre service et qu'on lui rende bien service. Très important. Exactement. L'objectif, c'est le chiffre d'affaires et la target qu'on va chercher, c'est pas d'avoir. Voilà, on est jugé là-dessus. Du coup, là, j'ai envie de parler un peu plus des sujets de relationnel et de posture qui est extrêmement important, je pense, dans ce domaine-là. Tu parlais du rôle commercial. Euh, Vous parlez quand même d'un sujet qui est dur, la santé mentale. Donc, tu peux pas arriver avec des techniques de vente qu'on peut voir partout et aider tes sales s'ils se forment tout seuls. Parce qu'effectivement, il y a une logique à être un peu plus chef de projet, même voire peut-être consultant, mais pas justement dépasser la barrière de. C'est pas des psychologues. Donc, ni vendeur, ni psychologue, en fait, ni trop vendeur. Quand je dis trop vendeur, c'est dans l'image que peuvent avoir malheureusement les gens, mais il faut faire avec cette image malheureusement. Donc comment tu formes en fait tes commerciaux à adopter cette posture un peu consultant, parce que j'imagine que tes sales sont jeunes, et comment tu évalues en fait leur progression pas à pas. Déjà, avant de les former, je les choisis. Ouais, c'est vrai. Donc, non, mais c'est important, tu C'est vois. très très important. Tu recrutes quelqu'un, en effet, je vais chercher cette posture de consultant chef de projet. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important? Euh, Nous, notre persona, c'est la direction RH. Tu le sais, c'est Ouais, une des personnalités les plus ouais. prospectées de l'histoire des personnalités prospectées. Et donc, forcément, si tu arrives avec une casquette de commercial, ils l'ont vu et revu. Donc, moi, j'ai essayé de pousser un truc chez Mocha que j'ai appelé l'expérience exceptionnelle pour les prospects. Et du coup, ça se reflète par différents types de postures et de la facette du commercial. Donc déjà, j'ai pas du tout envie que la personne soit identifiée comme un ou une commerciale, mais vraiment comme un partenaire. Ok. Donc un partenaire, c'est un peu comme une fonction de consulting, donc c'est quelqu'un qui va savoir diagnostiquer, synthétiser et vraiment construire un projet impactant, personnalisé, cohérent, etc. Ça, c'est en fait beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Surtout pour une boîte comme Mocha, où en fait tous nos first meetings n'auront rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que le contexte de l'entreprise, le problème, comment les managers interagissent, ça n'a rien à voir. Donc toutes nos propositions seront différentes. Ça veut dire que quand d'abord je choisis la personne qui va rentrer dans mon équipe, ça doit être une personne qui est à l'aise dans un environnement complexe et qui, face à une quantité industrielle de variables qui sont générées dans une conversation, peut rationaliser. Bon, bah ça, du coup, c'est des choses qu'on teste en entretien avec des simulations et tutti quanti. Ensuite, en effet, il y a des profils qui sont ici, chez nous, qui sont plus ou moins seniors et qui ont besoin d'être accompagnés. Et là, c'est un peu comme la qualif, hein, c'est-à-dire qu'au début, tu montres, au début, tu fais un peu, après, tu laisses la main. Moi, je pense à quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Léa, qui a commencé comme BDR, qui est ensuite devenu account executive mid-market, et qui, cette semaine, a rendu un appel d'offres où elle a généré 50 slides personnalisés qu'elle a fait elle-même, qui étaient honnêtement super propres et super clean, mais ça a pris 2, 3 ans de travail, de feedback sur comment construire tout ça. Et du coup, ça s'en ressent, parce que derrière, moi, je reçois des retours tellement positifs des interactions entre les DRH et mes équipes, en disant, mais j'ai pas du tout ressenti la vente. Et d'ailleurs, parce que quand je leur demande qu'est-ce que vous avez aimé, c'est que beaucoup de personnes me disent, bah, il y a eu pas mal de, ils m'ont décrit en fait des situations d'anti-vente. Et ça aussi, c'est aussi des comportements qui fait que bon bah, on n'a pas l'air d'être des vendeurs de tapis. Ok. Du coup, si je résume, il te faut des gens qui soient capables
de mettre en place avec plusieurs informations, de les remettre dans l'ordre en fait, et ensuite de proposer en fait la meilleure solution. Donc bon, c'est clairement la définition en fait globalement d'un consultant. Tu évoques aussi également, enfin tu m'as évoqué, et puis après j'imagine aussi également, on est quand même sur de la vente complexe, donc vous avez quand même des gens avec lesquels vous avez des premières conversations, et pour une raison ou une autre, ça se fait pas tout de suite. Donc il faut quand même essayer en fait d'avoir une relation long terme en fait avec les prospects. Euh, du coup, comment tu fais un petit peu pour garder engagé des gens, de les relancer, parce que c'est des sujets en fait tu peux pas dire, vous m'avez dit que vous avez des problèmes de santé mentale, vous avez des gens stressés, quand elles sont on signe le devis, quand elles sont signe le devis. C'est quand même un peu plus subtil que ça, de ce que je ne vends pas ta solution, et j'ai pas encore fait de vente de produits à impact comme le tien, mais du coup, comment on fait pour justement rester engagé ces gens-là? Parce que j'imagine qu'il y a des gens à qui tu parles maintenant, il y a le temps que ça fasse son chemin dans leur tête, et ensuite dans un an ils disent ok, on y va quoi. Mais en attendant, il faut leur parler quoi. D'ailleurs, ça c'est le cas chez Mocha comme n'importe où généralement il y a eu un élément bloquant pendant la vente, quel qu'il soit, et il n'y a pas eu un no-go drastique, mais bon, peut-être qu'on pourra reparler. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un événement critique qui va se passer où ils vont connecter entre cet événement et notre proposition de valeur, et là, bam, tout va aller très vite. Donc là, tu l'as dit, l'enjeu c'est de rester un peu top of mind pendant toute cette période-là, de manière la plus efficace possible. Et ça, c'est très dur. Donc, c'est un peu la définition du nurturing. Le nurturing, c'est faire une quantité saine de touchpoints avec ton pipe. Euh, alors, moi, là-dessus, j'ai des convictions qui sont assez fortes. Je sais ce que je déteste. Donc, je sais ce que je ne veux pas voir. Ce que je veux pas voir, c'est euh, des touchpoints qui n'apportent pas de la valeur au prospect. Donc en fait, si tu fais un touchpoint pour te rassurer, toi, d'AE, d'avoir fait un touchpoint, ne le fais pas. Je n'aime pas les touchpoints qui ont des allures de marketing. Donc qu'est-ce que c'est qu'un touchpoint qui a une allure de marketing? C'est un mail dans lequel il y a du texte un peu en gras, du texte pas en gras, dans lequel il y a des visuels brandés, mocha, avec des têtes de personnes qui sont même pas employées chez nous, bref. Donc ça, pour moi, c'est no-go zone, parce que c'est honnêtement, si on m'envoie moi un mail comme ça en tant que prospect, je ne considère plus, ou beaucoup moins, ce que va me renvoyer la personne après. En fait, t'as perdu la confiance de ton prospect. Ok. Et je pense pas exagérer hein, quand je dis tout ça, hein. Ouais, Euh, non, c'est des choses que j'ai pu voir. euh, et donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que tu dois choisir ta catégorie de prospects que tu vas nurturer avec un certain niveau de qualité. Parce que du coup, un nurture de qualité, qu'est-ce que c'est? C'est de l'hyper personnaliser. Donc ça veut dire que tu dois toujours contextualiser par rapport à la personne et proposer de la valeur, que ce soit pour le corps de métier de cette personne-là, ou alors que ce soit pour l'avancée du projet, mais de manière très rationnelle pour faire gagner du temps ou quelque chose à la personne. Et ça, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est un vrai travail à faire. C'est pour ça que tu peux pas le faire partout. C'est pour ça que tu dois choisir dans ton pipe les je sais pas, 50 projets que tu as envie de traiter tout au long de l'année, que tu vas faire vivre de manière saine. Et puis le reste, on acceptera, entre guillemets, de faire une approche un peu plus standardisée, mais qui quand même aura une allure d'un être humain qui écrit un mail et pas une machine. Ok, très clair. Donc pour toi, c'est personnalisation à fond. Euh, de ce que je comprends en fait de notre discussion, là, en fait, tu as quand même un niveau d'exigence assez important. Comment tu, comment tu fais pour garder ce niveau d'exigence? Mais on le sait parce qu'en fait, tu as un peu répondu là juste avant, mais tout en gardant en fait un peu un rythme commercial qui est nécessaire en fait à faire du chiffre, parce qu'en fait à la fin, il faut faire du chiffre. Et parfois, c'est un peu compliqué, tu vois, d'allier euh, propreté des process, comme on aimerait le faire en tant que sales ou head of sales ou autre, avec la réalité de la pression des chiffres et de la pression du marché, hein, surtout en ce moment. C'est aussi beaucoup la pression du marché. Ouais, c'est clair. Bon, c'est super dur hein, déjà, je vais pas le cacher. En gros, moi, je demande aux AE de générer, à l'échelle d'une année,
20% de leur chiffre d'affaires doit être généré via une activité de nurture ou d'outbound. Ok. Hmm. Donc c'est quelque chose, et ça c'est un critère de performance. Donc Ok. en fin de période, on va voir, ok, t'en es où par rapport à ces 20%-là. Bon. Là, une fois qu'on s'est dit, c'est génial, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que tu l'as dit, business first, donc généralement, là, oui, il va traiter ses projets chauds et basta, quoi. Alors, du coup, j'essaye de OKRiser cet objectif-là de 20% avec une activité donc qui va être cassée en volume à l'échelle de différentes périodes. Mais surtout, en fait, le plus important, c'est concrètement de mettre les gens autour d'une table. Donc, tu vois, quand je te parlais de ces workshops là où j'ai un problème et que je leur partage, ça c'était mon problème. Mon problème, les gars, c'est que vous devez générer 20% de votre chiffre d'affaires avec de la bande et des trucs. Comment est-ce qu'on Hmm. peut faire? Hmm. Ils me disent, ah bah, j'avoue, c'est vrai qu'on a du mal à se motiver, c'est chiant de parler à des personnes qui nous répondent pas, on a vu qu'on avait 6% de chance de closing sur ce genre de deal, non, non, non. Et du coup, in fine, on s'est dit, bon bah ok, on se met des créneaux obligatoires où tout le monde vient, et puis on se donne un objectif en début de session, on regarde où on en est en fin de session, et puis en fait, on est tous dans la même galère, etc. Donc maintenant, on a ritualisé ces trucs-là, et puis on se challenge aussi sur nos approches, important, pour voir si c'est au bon niveau d'exécution ou pas. Ok, très clair. Mais deux, j'aimerais en fait qu'on ait un peu plus un discours pour les personnes qui justement sont, dans ton cas, qui ont un peu plus, tu vois, une entreprise, bah, du coup, comment... En fait, j'ai toujours du mal quand c'est pour ça que je dis entreprise à impact, j'ai beaucoup de mal à dire ça veut dire quoi une entreprise à impact. Euh, donc j'ai du mal en fait, finalement à faire cette séparation, même si je vois bien ce que je veux dire en vrai tout produit qui est impactant a un impact, quoi. Tu vois, tout produit qui résout quelque chose a un impact, mais euh, c'est quel type de sales On vend pas un produit, on vend du coup une posture, on vend le fait d'être un peu un sparring partner, être à côté, etc. Quel type de profil en fait réussissent dans ce cadre-là Parce que tout à l'heure tu disais je l'ai choisi. Euh, et au contraire, lesquels qui sont ils ont du mal à s'adapter. Je dis ça parce que c'est beaucoup le truc de sales. Aujourd'hui, en ce moment, j'accompagne beaucoup de profils de la Gen Z qui sont en mode genre on a tous envie de travailler dans des trucs qui ont du sens, etc., etc. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Du coup, ça m'intéresserait de savoir en fait c'est quoi les profils, les trucs sur lesquels tu dis ok là c'est go et là c'est no go. En fait, je fais pas vraiment de corrélation entre notre mission, qui est une mission en fait qui peut paraître très et qui l'est, hein, très positive socialement à l'échelle d'une entreprise, et le persona. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas parce que quelqu'un a un diplôme en psychologie ou parce qu'une personne a fait 5 burn-out avant de venir ici que dire tiens voilà, il y a un match incroyable. Pas du tout. Et d'ailleurs, tous les AE dans l'équipe, il n'y en a aucun qui se ressemble. Honnêtement, c'est hallucinant. C'est-à-dire que tous les parcours sont différents, vraiment les parcours sont différents. Par contre, il y a une certaine projection de seniorité, une intelligence émotionnelle qui est importante et une vraie preuve de rigueur. Mais donc ça, c'est un socle de base, mais après, dans la manière d'interagir, de vendre, etc., il y a tellement de subtilités différentes, et donc il y a pas de règle là-dessus, malheureusement. Il n'y a pas de profil fait pour ce type d'entreprise, etc. C'est en fait. Parce que finalement, les trucs que tu as dit, pour moi, c'est mon critère aussi à moi pour recruter des sales, quoi. Enfin, tu vois, l'intelligence émotionnelle, c'est pour toutes les boîtes. Enfin, tu vois, en fait, moi, tu es un bon vendeur quand tu as une intelligence émotionnelle, en fait. Ouais. T'as raison, si je vais plus loin que ça, en fait, tu vois, donc, je recrute en ce moment, donc je regarde des candidats, je rencontre des candidats, et il y en a qui me disent, je leur dis, ouais, tu recherches quoi et tout. Et ils me disent, non, non, mais moi, je veux un gros salaire, gros package, et puis je veux remplir 120% de mes objectifs continuellement, et puis euh, je veux vraiment que la vente soit fluide. En gros, ça sent les personnes qui sont méga frustrées parce qu'elles étaient dans une boîte galère avant, et Ouais. puis ils ont envie d'énormément de facilité et Ouais. tout Ouais. machin. Et honnêtement, je comprends 100%. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes comme ça. On les connaît, hein, toutes les scale-up Ouais. qui cartonnent aujourd'hui, où en gros, on en parlait au tout début, c'est une affaire de volume. Et on ne sait pas, en fait, si c'est vraiment le sales, enfin, son intervention qui compte, ou si c'est la marque, la brand. Et c'est des boîtes, en fait, où c'est compliqué. Quand ils reviennent dans des boîtes un peu où il faut vendre, où il faut challenger, où il faut... C'est plus compliqué, ouais, effectivement. Moi, tu sais, avant de rejoindre Mocha, j'étais pas commercial.
J'ai été manager d'équipe, enfin bref, rien à voir. J'ai découvert le métier il y a du coup 4 ans et demi. Et j'ai adoré vendre Mocha parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait de l'adversité. Et donc moi je vais essayer de chercher des profils qui aiment bien être sur un terrain complexe, quoi. Avec beaucoup d'interlocuteurs, avec justement cette notion de vraie gestion de projet. Et donc ça, c'est des profils, ça se voit tout de suite en fait, quand tu les vois qu'ils aiment ça. Euh, et qui au contraire veulent surtout pas rejoindre des boîtes qui vont proposer des services beaucoup plus simples et absolument nécessaires dans l'entreprise, quoi. Ok. Ouais, du coup, en fait, c'est des profils qui aiment résoudre vraiment des problèmes. En fait, en réalité, à chaque étape, parce qu'en fait, quand tu as un cycle de vente long, ce qui est intéressant, c'est de résoudre des problèmes, c'est d'avoir des mini conversions qui t'emmènent à la grande conversion, tu vois, au gros closing. Mais avant ça, il faut que tu passes pas mal d'étapes versus d'autres boîtes où en fait, tu as un closing et point, quoi. Après, c'est cool aussi parce que tu as quand même des enjeux. J'ai un épisode qui va sortir pour ceux qui s'intéressent à la vente transactionnelle avec une boîte Shiny, bon, je dis c'est Penny Lane. Mais en fait, vous écouterez et vous verrez qu'ils ont d'autres challenges. Donc en fait, chaque vente a ses challenges parce que souvent, on a envie de se dire que la vente complexe, c'est plus valeureux, etc. Il y a d'autres challenges, je trouve, dans la vente transactionnelle. Ok, du coup, bah, tu m'as fait une bonne passe D sur ma question d'après, sur la dimension argent. Tu en as parlé un peu. Dans ton équipe, j'imagine, tu as des commerciaux qui doivent être peu sensibles à l'argent parce qu'il y a quand même ce côté du sens ou pas. D'autres peut-être le sont. Comment tu fais cohabiter les motivations différentes sans justement créer des écarts de performance en fait entre la personne qui dit ah non Mocha je suis trop fier de travailler sur cette boîte c'est pas grave si j'ai pas un super variable etc. Mais probablement tu as des sales où en fait c'est en mode genre non non mais moi en fait je suis là pour manger je veux un gros variable etc. Déjà est-ce que c'est une réalité ou est-ce que tous sont en mode le variable c'est pas trop important, est-ce qu'ils sont en mode genre non non c'est hyper important de gagner notre vie, c'est quoi un peu l'ADN Globalement, tout le monde me dit que c'est important donc c'est un cliché que j'avais genre en mode tu travailles dans une boîte ok excuse-moi désolé. Non, non, mais je comprends très bien ta question. Bon, déjà, factuellement, Mocha paie au prix du marché slash un peu plus pour une entreprise B2B post-série A avec un volume de collaborateurs à 65. Bon, ça c'est important quand même, tu vois, de dire que on paie au marché. Maintenant, le levier, le moteur de chacun, il est un peu différent. En effet, j'ai des profils dans l'équipe, je le sais, ils sont très orientés salaire, variable, bonus, ils m'en parlent tous les jours. Ils me parlent de nouveaux accélérateurs à mettre en place quand on fait 120%, 140%, 160%, toujours plus. Il y en a d'autres qui m'en parlent jamais. Euh, Moi, ma croyance, c'est que, bon, déjà, le moteur argent, il a ses limites, très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu demandes, mais tu vas pas pouvoir toujours augmenter. Donc, à un moment, il faut trouver autre chose. Et cette chose-là, c'est un peu comme le prospect, ce sera différent pour tous les individus. Donc, il y en a qui vont dire, moi, en fait, ce que je veux, c'est être dans une safe place avec mon manager. Moi, je veux aller boire des coups avec mes collègues après. Moi, je veux, je sais pas quoi. Et moi, mon rôle, c'est de mettre en place cet environnement-là pour que cette personne se sente engagée. Donc voilà, donc en effet, j'ai des personnes qui sont très orientées mission, qui sont très fiers de ce qu'on fait chez Monka, et du coup me parlent pas beaucoup de salaire. Mais dans ce cas-là, si c'est ça ce qu'ils recherchent, je leur dis, mais ok, alors j'essaie de quantifier l'impact que cette personne a eu auprès d'une entreprise pour qui elle a vendu. Donc, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, demain, on accompagne 10 heures, ils ont des centaines de collaborateurs, je sais qu'il y a 20% de ces collaborateurs qui vont se lancer dans un accompagnement thérapeutique grâce à toi, grâce à ta vente, grâce à ton truc. Et en fait, voilà, chacun aura son moteur et mon rôle c'est de l'identifier. Trop bien. Ma dernière question, on va arriver un peu à la fin. C'est, toi, tu as une grosse expérience quand même. En ce moment, j'invite beaucoup de gens qui sont restés longtemps dans les boîtes. Je trouve ça intéressant. Ça permet en fait d'avoir du feedback un peu plus éclairé, je trouve. Euh, Après ton expérience justement à vendre une solution impact, en plus c'est ta première, etc. Qu'est-ce que tu as appris sur la manière dont les entreprises prennent leurs décisions d'achat justement sur ce type de produit?
En fait, je me suis dit que je la poserais plus souvent cette question parce que, en fait, en réalité, notre ouais, mais en réalité, notre jeu, c'est de comprendre, en fait, comment nos prospects achètent, en fait. Je trouve que parfois, on se pose pas assez la question. Moi, la première, en fait, la réalité, c'est que je te pose la question, c'est par un purement intérêt, hein. Ça sert assez d'avoir un podcast. C'est qu'on peut interroger des dizaines de gens qui font notre même job sur des sujets. Comment les entreprises prennent leurs décisions d'achat? Ouais, dans ton domaine, hein, évidemment, hein, Ouais, bien sûr. Bah, après, il y a un truc qui est assez généralisé, c'est que euh, le- la décision semble collégiale jusqu'à ce qu'on arrive en haut de la pyramide, quoi. Mmh. En fait, ça, c'est le grand, grand piège. C'est faire confiance à nos premiers interlocuteurs, même s'ils ont une fonction de leader. Nous, chez Moka, c'est dingue comme le dossier, le devis, le contrat va monter très 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 haut. C'est un sujet qui est assez sensible. On a quand même le CEO de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, qui a demandé à avoir les slides de Moka pour se comprendre ce que Mais en c'était fait, que. ça m'étonne pas sur le sujet, hein. Enfin, tu vois, il y a un problème, vous passez dans balance, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre, en vrai, là, c'est tout le monde qui doit dire oui, quoi. Il peut pas y avoir En tout cas, c'est drôle parce que avant d'acheter, en effet, il y a cette peur-là. Après, on n'en parle pas une seule seconde. C'est vraiment que des choses positives. Il y a beaucoup, beaucoup de peur. Donc bon, bah, ça, c'est des objections classiques Mais à du coup, je traiter. trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, en réalité, et ça, c'est quelque chose que, c'est qu'au final, tout le monde est hyper partant, ce qui peut avoir un peu un danger de surconfiance quand tu fais avancer ton deal. Juste à un moment donné où tu as une rupture nette et c'est là où tu as la stagnation en fait dans ton pipe. J'imagine que ça se traduit comme ça en fait. Ouais, c'est C'est ça. pour ça Donc en fait, tu vois, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. On va identifier le détracteur le plus rapidement possible, quel qu'il soit. C'est drôle, mais parfois ça peut être alors le grand classique CFO qui demande à héroïser l'accompagnement. Bon bah très bien. Et là l'idée, bon bah trouver le processus de décision dans l'entreprise et savoir pour un projet comme Mocha qui va intervenir. Et donc pour chacun des intervenants, moi je veux savoir le plus rapidement possible quel est un réellement le pouvoir et quel est deux le type d'intention, le type de personnalité que cette personne-là va avoir, quoi. Et Hmm. là, c'est drôle, j'étais dans un rendez-vous ce matin avec un AE, et là, le détracteur, c'était une HRBP, donc qui était la N-1 du truc. Et là, j'ai dit, mais en fait, cette personne-là va killer le deal, quoi. Donc, le plus rapidement possible, je dois l'embarquer. Mais une fois que je l'ai embarqué, le challenge, il est beaucoup plus haut encore. Donc, bref, ce que j'ai appris, c'est le plus rapidement possible, trouver un moyen de communiquer de manière subtile, c'est-à-dire sans bypasser, qu'on va devoir le plus rapidement possible parler à la personne qui sera vraiment décisionnaire pour faire gagner du temps à tout le monde. En fait, il n'y a rien de pire pour ton interlocuteur de travailler pendant 3 mois sur un projet qui, in fine, en l'espace d'une seconde, va s'évaporer parce que la big boss a décidé Qu'on de mettre travaillerait pas en sur ce pause. sujet-là. Ouais. Et en amont, en fait, plus en amont, sur ton domaine, ils prennent comment les décisions? Ils vous voient passer sur LinkedIn, c'est du bouche à oreille, c'est de la prospection en dur. Enfin, je te donne un chiffre, je crois qu'aujourd'hui, ça me fait un peu flipper ce chiffre, je t'avoue. 70% des prospects prennent la décision en fait de la solution qu'ils vont prendre sur un problème qu'ils ont, euh, donc sans parler avec un commercial. Donc ça veut dire que beaucoup de boîtes aujourd'hui, la tendance, c'est de dire que quand tu parles avec ton prospect, bah directement, il sait qu'il a trois quatre acteurs et qu'il parle. Et toi, en fait, tu as juste à être le meilleur, à dire, écoutez, ayez confiance en moi, les autres, c'est des oiseaux, quoi. En fait, c'est un peu ça le game. Euh, Est-ce que c'est pareil dans ton domaine ou parce que enfin, vos sujets ou d'autres boîtes qui travaillent sur d'autres sujets à impact, c'est peut-être un peu plus différent. C'est peut-être, je sais pas, s'il y a d'autres manières, en fait, pour eux de prendre la décision de vous parler. Au moins de vous parler. Peut-être pas de vous acheter. Nous, on a énormément de bouche à oreille euh, en ce qui concerne Mocha. Donc, nos clients sont des énormes ambassadeurs. C'est-à-dire que pour te donner un ordre d'idée, sur tous les cas qu'on a closés, donc les grands comptes, c'est des boîtes de plus de 1000 collaborateurs, il n'y en a pas un qui a churné. C'est 0% de churn. Waouh. C'est pas du tout le cas en mid-market, on a beaucoup plus de volatilité. Parce que difficultés économiques and so on. Mais
quand on a et c'est pour ça que je suis tellement fier de ce qu'on fait aussi chez Mocha, quand on a cette solidité d'accompagnement-là, le plus gros levier de croissance, ça va être ces personnes qui vont vouloir parler d'un partenariat à succès. Donc très souvent, c'est ce qui se passe. On nous parle parce que je connais Bidule Chouette qui travaille là-bas et qui utilise Mocha. Alors ça c'est le best case scénario. Le worst case scénario, qui malheureusement arrive assez souvent, c'est une crise. Donc là c'est alors classique PSE. Et la plus terrible, c'est le décès en entreprise, où là, en fait, il y a un événement qui est drastique, qui est grave, où il va falloir mettre en place un plan d'action, un plan de communication, nanana. Et donc, nous, évidemment, on essaye d'être là le plus en plus en prévention possible, mais plus tu fais de la prévention, moins tu es perçu comme quelque chose qui est urgent à mettre en place. Exactement. Ok, mais du coup, tu as répondu très très bien à la question, hein, sur cette partie de comment les entreprises prennent leurs décisions d'achat, en tout cas dans ton domaine. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un dernier truc que tu as envie de défendre là, pour 2026? C'est un point d'intention que tu donnerais en fait à la communauté sales? À la communauté sales, Euh, ouais, moi, le truc que je dis toujours, c'est prenez un maximum de plaisir. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'en arrivant au travail, vous prenez pas de plaisir, il faut vite, vite, vite en parler à vos collègues, à votre manager, parce que quand vous n'êtes pas heureux, vous allez renvoyer des énergies qui sont pas forcément très bonnes et ça va impacter votre vente, votre vie professionnelle, etc. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur pause quand ça va pas bien et essayez de retrouver cette énergie positive qui, vous verrez, se répandra partout. Donc profitez, prenez beaucoup de plaisir. Écoute, super manière de conclure. Merci beaucoup, Sean. Je te souhaite du coup de bien finir l'année avec des super scores et d'avoir une super équipe middle management pour 2026. Merci beaucoup Laetitia, merci pour l'invitation. Ciao. Bye bye.